toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, un atelier sur la mobilité urbaine se tient ce jour et demain au CCI Vatou. L'objectif est d'améliorer le secteur du transport urbain. À l'issue de cette rencontre, une feuille de route sera établie pour la stratégie nationale des transports et de la mobilité urbaine. Les détails avec Miarvoulat Sferen sur les images de Pras de Nilsson. La croissance démographique à Antananarivo a multiplié par 11 le nombre de la population. La ville d'Antananarivo, qui était prévue pour accueillir 300 000 habitants, compte aujourd'hui 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, compte chaque jour 1,5 million d'usagers de transport en commun. 42% des déplacements sont professionnels, 24% des courses et 12% des déplacements académiques. Il existe environ 7000 taxis B en activité à Antananarivo et dans ses environs. Les bouchons durent généralement 1 à 2 heures. La congestion qui affecte l'économie nationale, car la perte causée s'élève à 30 milliards d'ariars par an. Face à cette situation, il est impératif d'améliorer le transport urbain pour suivre l'évolution de la technologie et apporter des solutions à long terme. L'un d'eux est le transport par câble, prévu débuter en juin, avec une estimation de 50 000 usagers par jour. Il y a également le projet de train urbain, selon le ministre du Transport et de la Météorologie, Ramouzavel Valérie. Par ailleurs, les transports publics de la capitale seront professionnalisés. Il y a aussi l'amélioration des routes et la sensibilisation au contrôle routier. L'un des sujets à débattre lors de cet atelier est la préparation à une croissance démographique dans les 10 ou 20 prochaines années. Cela inclut l'expansion de la nouvelle ville Tanamasoanj. À l'issue des 2 jours de réunion, une feuille de route sera établie avec la CODATU, Coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains, et la FD. Nous avons une vraie fenêtre d'opportunité à Madagascar. D'abord parce qu'il y a une volonté politique du gouvernement d'améliorer la vie des Malgaches et la mobilité des Malgaches, et qu'il y a déjà, notamment dans la capitale, à Antananarivo, des taxis B qui fonctionnent. Il y a l'arrivée du câble, et la volonté commune, c'est que ce câble soit une réussite. Et donc nous sommes à une étape importante pour améliorer la mobilité en général, ce qui veut dire qu'on doit traiter, et ça a été indiqué par Monsieur le ministre tout à l'heure, les questions de gouvernance, les questions de financement. Ça veut dire parfois quelques changements d'habitude, mais ça veut dire surtout au final une vraie amélioration pour les habitants, et c'est le projet que nous avons en commun. Rappelons que cette collaboration avec la CODATU est le fruit de l'entretien tenu par le président Anjrazuelen lors de sa visite à Lyon en 2018. L'administration fiscale et les experts comptables doivent avoir une approche commune si l'on veut améliorer la recette fiscale à Madagascar. Un atelier s'est donc tenu ce jour à Anoussi avec la participation des 2 parties. Atelier qui s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Détails sur les images de Yves Janel. L'amélioration des recettes fiscales commence par une comptabilité qui respecte les règles, selon le secrétaire général de l'OECFM ou Ordre des experts comptables et financiers à Madagascar. Chaque entreprise doit tenir une comptabilité. Cela est d'ailleurs exigé par le Code général des impôts. De leur côté, les experts comptables vérifient si les comptes de l'entreprise sont conformes au PCG 2005. Il arrive souvent qu'il y ait une discordance entre les 2 parties. C'est souvent le cas avec les entreprises qui œuvrent dans le BTP, selon les explications. En effet, en BTP, le chiffre d'affaires n'est pas basé sur les factures. Pourtant, au moment des calculs, les employés du fisc s'y réfèrent. Afin d'améliorer la qualité des contrôles fiscaux, il est nécessaire d'aligner les points de vue des experts en gestion comptable et des services fiscaux. Les 2 parties ont donc organisé un premier atelier. De nombreux fonctionnaires de l'administration fiscale y ont participé. Selon le directeur général des impôts, Germain, il s'agit d'une première. La procédure fiscale et la méthodologie de contrôle fiscal ont été discutées. Il convient de rappeler que le taux de paiement des impôts a augmenté pour l'année 2023, mais une nette amélioration est attendue cette année.
L'objectif étant de faire entrer 5 492 milliards d'ariars dans la caisse de l'État. Et tourisme à présent, la région de Ménabé peut être un exemple en matière de promotion touristique car elle a plus de 30 sites touristiques. Une réunion s'est tenue ce jour pour faire connaître les offres disponibles dans cette région. Fajesena Mireille, Yves Janel. Aires protégées, parcs national, plages et mangroves, tout cela existe à Mourndave, région de Ménabé. Cette région a l'un des plus beaux sites touristiques de Madagascar, parmi plus de 30 autres sites. Sur la terre, mais on veut vendre nos produits et développer la région. Ceci dit, on a créé un hôtel à Miendivas pour lancer la descente de la turbine, ce produit-là, afin de diminuer la pression des gens sur la forêt. Si on crée des emplois sur la descente de la turbine, les piroguiers, les chalands et tout ça, s'ils ont leur travail, ils n'ont pas allé dans la forêt pour brûler et planter du maïs et de l'archer. C'est surtout pour ça. Ensuite, on a aussi créé un hôtel, on a construit un hôtel à Bello-sur-Mer, là aussi parce que j'ai été demandé par l'ancien DG de MNP, le feu, comment développer cette région-là, parce qu'il y a trop de pression sur la forêt et la mer. Et là, on a construit un hôtel à Bello-sur-Mer. On est allé nous-mêmes voir les sites touristiques, notamment les parcs marins, les forêts de Bararat et puis les lacs Panay. On a pris des photos, on a développé tout ce qui était, qui intéressait les touristes, notamment l'écotourisme. Et aujourd'hui, ça apporte les fruits. La promotion du tourisme dans le Ménabé apporte des bénéfices à l'économie. Nous sommes là, on est spécialisé dans l'hébergement, on s'installe dans des endroits où il n'y a personne, on prend des risques et on regarde aussi la forêt parce que la passion, c'est surtout la biodiversité. La forêt, la flore et la faune, c'est notre passion première et notre préoccupation à la protéger. Donc là, aujourd'hui, ça donne beaucoup de travail au guide dans le Bémara. Et même chose, Kirindi a bien évolué, on est à 7 000, 8 000 visiteurs. À Békoupak, on est à 30 000 visiteurs. Et là, on veut que Bello-sur-Mer se développe et en même temps la descente de la turbine, la descente de Miendivas. Les opérateurs touristiques ont confirmé que le défi du ministère du Tourisme et de l'Artisanat visant à augmenter le nombre de touristes cette année sera relevé, étant donné que bon nombre d'entre eux sont déjà là, dans la région de Ménabé. L'une des demandes des opérateurs touristiques est toutefois d'augmenter le nombre de vols intérieurs. Et on poursuit par les actualités sociales. 70% de la production agricole de la commune de Bemaswang, du district de Tanarif à Timjan, approvisionne presque tous les marchés de la capitale. L'objectif est d'augmenter la production des habitants en vue d'améliorer leur niveau de vie, dont la plupart vivent de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle ils ont reçu des équipements de production modernes issus du budget du SIAD géré par le député élu de cette circonscription pour les aider à atteindre cet objectif. Oubnian Rassamman, Anzara Donarville et C. Charandianas pour plus de détails. La commune de Bemaswang est l'une des communes les plus productives dans le district d'Antananarivo au Timjan. La majorité de la population vit de l'agriculture en produisant notamment des légumes, en plus de la culture du riz, de sorte que 70% des produits approvisionnent les marchés de la capitale, si les 30% approvisionnent les marchés locaux et ses environs. Ainsi, le secteur agricole garantit les revenus de nombreux habitants de cette commune. L'objectif de ces agriculteurs est d'améliorer leur rendement, non seulement en utilisant des semences et d'engrais sélectionnés, mais également en utilisant des équipements modernes pour pouvoir effectuer le travail rapidement et obtenir ainsi de bons résultats. C'est la raison pour laquelle de nombreux outils de production leur ont été fournis aujourd'hui pour améliorer leurs moyens de subsistance. Il a été possible de fournir ces outils aux agriculteurs à travers le budget de la SIAD, qui est géré par le député élu dans cette circonscription. Et le bureau de l'association Fitaraj à Timjan de la commune de Bemaswang assurera leur gestion.
Le Fouktani d'Avaradou, dans le 3e arrondissement, est souvent victime de la montée d'eau en période de pluie. La raison étant l'obstruction du canal d'évacuation d'eau. Pour pallier cette situation, la candidate Irma dans cet arrondissement s'est jointe aux riverains pour curer le canal. Antoniana Martina, Sai Sylvain, Sech Andjanab. Avaradou est une zone de basse altitude, victime de la montée des eaux pendant la saison des pluies. C'est dans ce canal que sont évacuées toutes les eaux usées du quartier, selon les explications du chef de Fouktani. Pourtant, ce canal est actuellement obstrué et cela impacte la vie quotidienne des habitants, selon toujours les explications. D'habitude, les riverains font un effort particulier pour nettoyer ce canal, ce qui leur coûte jusqu'à 300 000 arrières. Aujourd'hui, ils ont été à nouveau encouragés à le curer avec l'aide de la candidate Irma Rarson-Gabriel. Pour soutenir leur effort, la candidate Irma leur a également apporté des dons aujourd'hui. Selon eux, cette campagne de nettoyage est une première dans cette localité. Elle leur redonne espoir. Parmi les priorités dans le 3e arrondissement figure le désengorgement de tous les canaux afin que les inondations ne se reproduisent plus durant les saisons estivales. Dans cette perspective, la sensibilisation des habitants se poursuivra, notamment sur le fait de ne pas jeter des déchets dans les canaux d'évacuation. Les agents communautaires sont chargés de sensibiliser et de surveiller la santé de la communauté dans les endroits éloignés des centres de santé ou qui en sont dépourvus. Focus sur le travail de ces agents de santé avec Radraman Zatou. Les agents communautaires sont des citoyens ayant reçu une formation spéciale pour devenir des promoteurs de santé dans les villages. Ils travaillent en étroite collaboration avec les centres de santé ou CSB et sont les premiers à prendre en charge les malades dans les endroits où il n'y a pas de centre de santé ou loin des centres de santé. Souarav est un agent communautaire dans le Fouktani d'Indilambouaï, un quartier du district d'Ambans. Ici, les habitants doivent parcourir 22 km pour trouver un centre de santé ou un CSB. Comme ils sont loin d'un centre, Souarav les emmène au camp social où il fait du bénévolat depuis 13 ans. Il raconte que si leur tâche était difficile à réaliser auparavant, désormais les habitants sont habitués à leur service. La santé maternelle et infantile, les vaccinations, le contrôle de naissance sont des exemples des campagnes menées par ces agents de santé. Il existe également une sensibilisation à la prévention ou à la lutte contre des maladies comme le paludisme. Notre journaliste a également visité le camp d'aide du quartier de Dar es Salaam. Selon le promoteur de santé local, les résidents sont nombreux à y venir. Les promoteurs de santé reçoivent une formation adéquate. Ils sont également aidés par les partenaires du ministère de la Santé publique tels que l'USAID Access. Pour terminer les actualités locales, selon la prévision météorologique, un cyclone pourrait se former vers la fin de cette semaine. Il devrait toucher Madagascar la semaine prochaine. Un cyclone pourrait se former et pourrait toucher Madagascar la semaine du 29 avril au 5 mai 2024, selon les prévisions météorologiques. Il pourrait toucher les districts d'Atsranan, Ambilbe, Nousbe, Ambans, Avoemar, Sambav, Antala et Andap, soit le nord de Madagascar. Les districts de Marouantsech, Mananara Nord, Sainte-Marie, Soneranivung, Fenorivatsnanan, Vavaten, Tuamasen, Analalav, Bealanan, Antsui, Befanjina Nord et Manchsar pourraient également en être impactés selon toujours les informations. À l'international, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Chine ce jour pour sa deuxième visite en moins d'un an, avec pour mission d'augmenter la pression sur Pékin concernant différents dossiers comme ses pratiques commerciales ou son soutien à la Russie, tout en cherchant une plus grande stabilité. France 24.
En amont de cette visite, Anthony Blinken a accusé la Chine d'être le principal contributeur à l'industrie de défense russe. Bien que les Américains n'aient pas encore accusé Pékin de vendre des armes létales directement à Moscou, les soutiens de l'Ukraine, ce ne sont pas seulement les Américains mais aussi les Européens, ils sont de plus en plus inquiets face à l'aide indirecte chinoise et sous le feu des projecteurs, ce sont les exportations d'équipements et de la technologie qui pourront aider l'effort de guerre russe. Les Américains appellent aussi, font attention à ce qu'ils appellent les composants à double usage. Selon des sources anonymes qui ont parlé au Wall Street Journal, ils ont dit que les Américains pourraient sanctionner les banques chinoises impliquées dans ces exportations. Une fuite qui apparaît dans la presse américaine juste avant l'arrivée d'Anthony Blinken ici en Chine. Et Pékin a déjà répondu par le biais de son ministère des Affaires étrangères, disant que le droit de la Chine d'avoir une coopération économique et commerciale normale avec la Russie et tout autre pays ne doit pas être violé. Les deux parties, les deux côtés essaient clairement de faire passer des messages en public sur ce sujet de manière très publique, même avant leur discussion privée démarre. Et si les rendez-vous d'Anthony Blinken à Shanghai se passent plutôt bien, ainsi que sa réunion de 6 heures avec son homologue chinois Wang Yi ici à Pékin, peut-être que le secrétaire d'État américain pourrait rencontrer aussi le président Xi Jinping ici en Chine, comme lors de sa dernière visite. Mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Et officiellement, les relations sino-américaines sont en voie de normalisation. Mais dans les faits, les tensions restent vives. Les affaires d'espionnage présumées de la Chine en Allemagne et au Royaume-Uni, révélées cette semaine, rappellent combien Pékin mobilise un immense réseau de renseignements sur un continent insuffisamment armé pour y répondre. France 24. Officiellement, les relations sino-américaines sont en voie de normalisation. Mais dans les faits, les tensions restent vives. L'Occident se dit notamment de plus en plus inquiet des tentatives d'espionnage venues de Chine. Plusieurs espions présumés ont ainsi été arrêtés en Allemagne et au Royaume-Uni cette semaine. Les cyberattaques constituent aussi une grande source de préoccupation. La Chine est ainsi le pays à l'origine du plus grand nombre d'intrusions numériques devant la Russie. Pékin serait responsable de 240 attaques entre 2005 et 2023 selon le référentiel européen de cyberincidents. Les États-Unis constituent leur principale cible. Les autorités chinoises tentent en effet de perturber l'économie, la sécurité nationale et la politique de sa superpuissance rivale. La Chine essaye de se frayer un chemin vers le sommet des industries du XXIe siècle. La propriété intellectuelle qu'elle ne subventionne pas et n'achète pas par l'intermédiaire de sociétés écrans, ce sont des cyberespions qui la voleront. L'ampleur du vol est stupéfiante. Une société américaine sur 5 a vu sa propriété intellectuelle volée. Mais Pékin regarde de plus en plus vers l'Europe. En 2021, 30% des entreprises allemandes déclaraient avoir été attaquées par la Chine, un chiffre passé à 43% un an plus tard. Ces attaques s'avèrent coûteuses. Bien qu'elles ne soient pas entièrement imputables à Pékin, les cyberattaques auraient coûté aux entreprises allemandes 223 milliards d'euros de leur poche, soit 6% du PIB du pays en 2021. Les États-Unis et l'Union européenne ont ainsi pris des mesures ciblant plusieurs entreprises chinoises de premier plan ces dernières années, comme Huawei ou encore TikTok. Ils ont aussi renforcé la protection des technologies les plus à risque, notamment l'intelligence artificielle, le génie génétique ou encore les micropuces. Et pour terminer, le Sénat américain a approuvé une enveloppe de 95 milliards de dollars destinée à l'Ukraine, Israël et Taïwan. La part du lion revient à Kiev avec 61 milliards de dollars. Ce plan avait été adopté quelques jours plus tôt à la Chambre des représentants. France 24. 6 mois de bataille et 6 mois de retard dont on peut soupçonner qu'ils ont coûté cher à l'armée ukrainienne. Une réalité qu'on pouvait d'ailleurs largement deviner en voyant l'évolution de la tonalité des prises de parole de Volodymyr Zelensky ces derniers mois, ces dernières semaines et jusqu'à ces tout derniers jours. Mais attention, tout cela est à nuancer. Il est en réalité très difficile de déterminer précisément dans quelle mesure le blocage du budget américain a mis l'armée ukrainienne en difficulté. Je m'explique.
m'explique. Le blocage du budget est une décision politique des républicains pour exercer une pression sur l'administration de Joe Biden. Cela est parfaitement établi et assumé d'ailleurs par Mike Johnson, lui-même le speaker de la Chambre des représentants, que l'on sait être un proche de Donald Trump. Il s'agissait de faire plier l'administration Biden dans un dossier qui n'a strictement rien à voir avec l'Ukraine, puisqu'il s'agit de la sécurisation de la frontière sud-américaine et d'une volonté des conservateurs américains de peser sur la politique migratoire du pays. Vous voyez qu'on est loin des tranchées de l'Est de l'Ukraine. Et cela ne signifie pas qu'une majorité de républicains souhaitait abandonner l'Ukraine. Au contraire, il est majoritairement établi, y compris chez quelques Trumpistes convaincus, qu'une défaite de l'Ukraine face à la Russie porterait un coup terrible à l'influence des États-Unis sur la scène internationale. Et c'est donc pour cette raison qu'en réalité, les États-Unis n'ont jamais réellement cessé d'alimenter l'armée ukrainienne en armes et en munitions. On peut envisager qu'il y a bien eu un fléchissement dans les chaînes d'approvisionnement, mais certainement pas une interruption. Et pour contourner les contraintes budgétaires imposées par le Congrès américain, Joe Biden n'a eu qu'à donner un ordre au Pentagone, celui de puiser dans les stocks stratégiques de l'armée des États-Unis, et c'est clairement ce qui s'est passé. D'ailleurs, le déblocage de ce budget servira dans un premier temps à recompléter justement ces fameux stocks après que les généraux du Pentagone ont tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière en annonçant que les stocks atteignaient un seuil critique. C'est d'ailleurs clairement ce qui a été déterminant dans la décision des parlementaires, et y compris des plus radicaux, de mettre un terme au blocage. Et voilà pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée avec la suite de notre programme.